Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue à votre programme Autour du monde. Aujourd'hui, une émission chargée par plusieurs sujets. La récente tournée européenne effectuée par notre président de la République, le président Abdel Fattah el-Sisi, qui a couvert le Danemark, Norvège et Irlande. Vraiment une étape importante pour les relations entre l'Égypte et l'Europe pour explorer des nouvelles opportunités en matière d'investissement étranger, en matière d'économie, énergie renouvelable. Tous ces sujets ont été abordés, les échanges commerciaux également. Alors on va vraiment parler de cette tournée avec une expertise en matière d'économie et de la politique. Comme j'ai dit, le président Abdel Fattah el-Sisi qui a regagné hier la patrie après cette longue tournée qui a effectué en Norvège, en Irlande, à Copenhague. El-Sisi s'est rendu au Danemark, comme j'ai dit, qui est intervenu dans le cadre du renforcement de la coopération et coordination entre les relations économiques entre l'Égypte et l'Europe. Et voici un commentaire portant sur tous les détails. Le président Abdel Fattah el-Sisi avait entamé le 5 décembre une tournée européenne qui l'a menée au Danemark, en Norvège et en République d'Irlande. Cette visite a pour principal objectif de renforcer la coopération et la coordination entre l'Égypte et les pays européens, précise un communiqué de la présidence. Au cours de sa visite au Danemark, qui a duré 2 jours, le président el-Sisi a participé avec le roi Frédéric X au forum d'affaires égypto-danois, au cours duquel il a été notamment question de renforcer la coopération économique et les investissements entre les deux pays. Le président el-Sisi a également tenu plusieurs réunions avec le Premier ministre danois et le président du Parlement danois. Le président el-Sisi et le roi Frédéric X du Danemark ont inauguré les travaux de la conférence économique égypto-danoise à Copenhague. Les deux parties ont signé une déclaration conjointe visant à élever les relations égypto-danoises au niveau d'un partenariat stratégique. À Oslo, capitale norvégienne, le président el-Sisi a rencontré le roi Harald V de Norvège. Les deux dirigeants ont discuté des moyens d'améliorer les relations bilatérales et de coordonner les positions dans les forums internationaux sur les questions d'intérêt commun, notamment en ce qui concerne le soutien à la cause palestinienne et le rétablissement de la stabilité au Moyen-Orient, ainsi que les efforts déployés par l'Égypte pour rétablir la stabilité dans la région. Plusieurs accords bilatéraux ont été signés entre des entreprises norvégiennes et le gouvernement égyptien, en vertu desquels ces entreprises vont investir en Égypte. Le président el-Sisi a achevé sa tournée à Dublin, où il a rencontré le président et le premier ministre irlandais, avec lesquels il a discuté des moyens de renforcer la coopération entre les deux pays et de coordonner les positions sur des dossiers internationaux d'intérêt commun. Le président el-Sisi a souligné la nécessité de continuer à travailler pour renforcer les relations bilatérales entre l'Égypte et l'Irlande dans tous les domaines d'intérêt commun et de chercher à augmenter le volume des échanges commerciaux et des investissements entre les deux pays. On retourne avec l'armée de l'occupation, puisque la République arabe de l'Égypte condamne fermement, avec des termes assez fermes, le ciblage systématique par Israël de l'infrastructure dans le territoire syrien, ainsi que les frappes délibérées et la destruction de nombreux sites, bases, armes, équipements et systèmes militaires dans tout le territoire syrien. L'Égypte dénonce également les tentatives par l'armée israélienne de renforcer sa présence illégitime et accentuer l'expansion du domaine sous son contrôle dans les zones qu'il avait occupées à l'intérieur du territoire syrien. L'Égypte a réitéré son rejet total de l'exploitation par Israël par le vide et la fluidité politique actuelle sur la scène interne de la Syrie pour saper les capacités de l'État syrien et occuper plus de territoire. L'Égypte considère que ces agressions de la part d'Israël sur la Syrie comme une persistance de sa violation systématique du droit international et une continuité de sa politique d'arrogance dans la région. La République arabe d'Égypte avertit ces conséquences néfastes des politiques israéliennes et irresponsables et appelle le Conseil de sécurité d'intervenir et la communauté internationale, les forces internationales à assumer leurs responsabilités afin de mettre terme à cette escalade israélienne dans la région. Il s'agit d'une escalade assez dangereuse en Syrie. Il faut respecter la souveraineté de cet État, l'unité et l'intégralité de son territoire syrien.
Encore toujours en matière de Syrie, l'aéroport international de Damas, fermé depuis la chute de la capitale syrienne aux mains du groupe d'armées, se prépare à réouvrir les prochains jours ses portes pour accueillir selon son directeur. Mais on revient quand même à notre sujet principal qui est les relations économiques entre l'Égypte et l'Union européenne. Et pour cela, on a notre expertise politique, le ex-ministre adjoint des Affaires étrangères, l'ambassadeur Medhat El-Miligi. Votre Excellence, bonjour. Votre Excellence, est-ce que vous m'écoutez? Je crois qu'on a perdu Monsieur l'ambassadeur. Allô, oui, bonjour. Ah oui, bonjour, Votre Excellence. Comment allez-vous? Est-ce que vous allez bien? Tout va bien, merci. On parle aujourd'hui de la tournée européenne effectuée par notre président et j'aimerais quand même vous poser plusieurs questions par rapport à cela. Au début, je voulais savoir pourquoi on a choisi ces 3 pays européens. Est-ce que et quels sont les résultats de cette visite? Notamment, par exemple, je sais qu'il y a plusieurs accords bilatéraux qui étaient effectués entre le gouvernement égyptien et plusieurs sociétés. Comment les relations avec la Norvège, l'Irlande peuvent aider la situation économique égyptienne? Alors, au fil des années, l'Égypte a construit des relations politiques plusieurs domaines, notamment dans le domaine de la coopération et le partenariat et les échanges d'expériences avec tous les pays du monde. Mais quand il s'agit de l'Europe, traditionnellement, on avait des relations, on se concentrait beaucoup plus sur les pays traditionnels, si j'ose dire le mot. Alors, toujours en pensée aux relations avec l'Europe, quand on considère le Royaume-Uni, la France, l'Italie, l'Allemagne. Mais pour la première fois, le président a choisi de visiter 2 pays nordiques et plus l'Irlande. Alors je trouve que c'est une idée qui est très avancée pour la simple raison, c'est que ces pays sont des pays bien avancés dans des domaines dont on a besoin, notamment les domaines de l'énergie renouvelable, l'énergie verte, et qu'on n'a pas donné l'intérêt suffisant à ces pays-là. Alors ici vient l'étape du président de la République de donner plus d'importance, d'accorder plus d'importance à ces pays avec des échanges à un très haut niveau, celui de la présidence même, et pour renforcer ces pays, malgré que d'habitude on aime renforcer avec les pays traditionnels dont j'ai parti, mais maintenant on parle de l'Europe en général, avec tous ces groupements et ces départements géographiques, si j'ose dire le mot. Alors on a 2 pays aussi qui font partie de l'Union européenne, le Danemark et l'Irlande, et un pays qui ne fait pas partie, qui est le Norvège, mais malgré tout c'est un pays très avancé dans le domaine des énergies renouvelables, et d'ici vient la tournée du président. Certainement, on doit parler des aspects internationaux de la tournée présidentielle et aussi parler des relations bilatérales avec ces pays-là. Et je pense que Son Excellence, Monsieur le Président, a pu toucher sur les points les plus importants dans tous ces pays, que ce soit international ou bilatéral. Vous avez raison, il s'agit de 3 États qui sont très avancés en matière d'énergie, notamment verte ou bien renouvelable. Et c'est vraiment l'objectif de l'État égyptien d'être un hub pour ce type d'énergie. Pourtant, parce qu'il y a plusieurs questions politiques qui étaient coordonnées lors de la visite, la situation dans la région déjà a été abordée, a été coordonnée lors de cette visite. Comment vous trouvez que le fait qu'on fait quand même des visites avec de nouveaux partenaires internationaux et comment cette coordination de politique peut nous aider ou bien aider à stabiliser la région, ce qui l'Égypte essaye toujours de le faire?
Eh bien, alors, comme on le voit tous, la région au Moyen-Orient devient de plus en plus tendue à cause des agressions israéliennes sur tous les pays du voisinage israélien. La dernière attaque était sur la Syrie où ils ont totalement détruit toutes les capacités militaires de la Syrie sous le prétexte d'attaques préventives pour assurer aucune attaque sur Israël d'un côté, et certainement la raison la plus importante, c'est d'annexer plus de territoires syriens, sans compter aussi de sécuriser la partie du Golan qui est déjà sous le droit international est un territoire occupé et que Israël a annexé avec la bénédiction des États-Unis pour la garder à perpétuité. Alors, maintenant, je pense qu'avec ces pays-là qui ont des positions très honorables dans ce qui concerne les droits arabes et les droits palestiniens en particulier, je parle ici du Danemark qui, malgré qui n'a pas encore reconnu l'État palestinien, mais toujours il a travaillé avec toutes les organisations et les ONG qui s'occupent de la bienfaisance du peuple palestinien, tel que l'endroit et autres, mais pour le cas certainement du Norvège qui a récemment reconnu. Exactement. Monsieur l'ambassadeur, je vous remercie infiniment pour votre intervention. C'est toujours un grand plaisir d'avoir plus de vos informations. Maintenant, il faut prendre une petite pause pour l'appel à la prière. Je vous remercie infiniment. Une promesse de stabilité a été faite par Mohamed El-Bachir, aussitôt nommé en tant que Premier ministre chargé de la transition de la Syrie. Il a promis calme et stabilité mardi aux Syriens, 2 jours après la chute du pouvoir de Bachar el-Assad. Le chef de la diplomatie américaine Antony Blinken a dit que les États-Unis reconnaîtront et soutiendront pleinement le futur du gouvernement syrien issu du processus politique inclusif. Mohamed El-Bachar a été désigné par le commandement général de la coalition de groupes armés, Premier ministre chargé de diriger le gouvernement transitoire jusqu'au 1er mars selon un communiqué. Le chef de la diplomatie européenne, Kaja Kallas, a parlé d'énormes défis à venir, espérant que la Syrie ne répète pas le scénario terrifiant de l'Irak, Libye et Afghanistan. Dès la chute de Bachar el-Assad, ennemi d'Israël, le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a affirmé que son pays ne permettra aucune force hostile de s'établir à ses frontières. Le ministre israélien de la Défense, Israël Katz, a ordonné de l'armée d'établir une zone exempte d'armes et menaces terroristes dans le sud de la Syrie. Auparavant, les troupes israéliennes ont pris position dans la zone Tombe, à lisière de la partie du Golan syrien occupée par Israël. Selon un officiel de l'ONU à New York qui a demandé de rester anonyme, les forces de l'occupation israélienne occupent cette position de la zone tampon. Des avions israéliens auraient effectué des centaines de frappes aériennes sur des systèmes d'armes stratégiques en Syrie depuis la chute de Bachar el-Assad. L'observateur syrien des droits de l'homme a déclaré avoir recensé plus de 310 frappes menées par les forces de défense israéliennes depuis dimanche. Les frappes ont visé des installations militaires de l'armée israélienne, notamment d'entrepôts d'armes, de dépôts de munitions et des aéroports, des bases navales et des centres de recherche. Les rapports indiquent que nombreuses installations touchées n'ont pas seulement été endommagées, mais complètement détruites. Les attaques d'Israël interviennent après que les groupes armés se sont emparés de la capitale Damas et renversé le régime d'Al-Assad au cours du week-end. Les forces menées de groupes d'opposition islamistes Hayat Tahrir Sham sont entrées au Damas aux premières heures du dimanche avant de déclarer à la télévision d'État que la Syrie était désormais libre.
L'ONU a demandé hier que 4 milliards de dollars pour apporter une aide humanitaire à 3 millions de personnes sur le territoire palestinien occupé l'an prochain. L'objectif est de venir en aide à l'ensemble de la population de Gaza estimée à 2,1 millions de personnes ainsi que 900 000 personnes en Cisjordanie, a détaillé l'ONU dans son appel humanitaire. L'ONU souligne que les besoins ont augmenté en Cisjordanie à raison de la territorialisation de la situation. L'appel humanitaire souligne également que l'ONU et ses partenaires estiment qu'au moins de 6,6 milliards de dollars, genre 6,3 milliards d'euros, sont nécessaires pour répondre aux besoins humanitaires de 3,3 millions de personnes à Gaza et en Cisjordanie, y compris à Jérusalem-Est. Mais partons du principe que les acteurs humanitaires vont continuer à être limités dans leur action en raison notamment des restrictions sévères qui étaient mises en place par Israël. L'appel humanitaire se concentre sur les besoins les plus urgents et les plus critiques. Dans son appel, l'ONU souligne que la rapidité et l'ampleur du tuerie et de destruction dans la bande de Gaza sont sans précédent dans l'histoire récente. On retourne vers le Liban. L'armée libanaise a indiqué qu'une personne a été tuée et 4 soldats ont été blessés lundi dans une frappe israélienne visant un véhicule du sud du pays, où un fragile accord de cessez-le-feu entre le Hezbollah et Israël est encore en vigueur jusqu'au 27 novembre. L'ennemi israélien a pris pour cible une voiture près de la poste du contrôle militaire à Saf al-Hawa, Bent Jbil, tuant 1 personne et blessant modérément 4 soldats, a-t-il indiqué dans un communiqué. L'Agence nationale libanaise d'information a également fait état d'une frappe israélienne visant une voiture sur la route de Saf al-Hawa, Bent Jbil, près de la poste de contrôle de l'armée, tuant un conducteur du véhicule et un civil. L'armée de l'occupation israélienne, à plusieurs reprises, demande aux habitants du sud du Liban de ne pas se rendre dans plusieurs localités situées au long des frontières, dont Bent Jbil. Une trêve a mis fin le 27 novembre à une guerre ouverte de plus de 2 mois entre le Hezbollah libanais et Israël, qui a fait plus de 4000 morts au Liban, dévasté les bastions de cette formation pro-iranienne. Les deux parties s'occupent régulièrement de violer la trêve. Mesdames et messieurs, on est arrivé à la fin de notre émission. Je vous remercie infiniment de nous avoir suivis. C'était avec vous Lamia Abdelhamid. Au revoir.